Il suffit de passer le pont. Bonjour à tous, nous sommes en direct de l'hôpital Necker comme chaque lundi, à l'espace plein ciel, l'espace socio-culturel de l'hôpital où les enfants peuvent se détendre, lire des livres, jouer au baby-foot ou au ping-pong, bref c'est un endroit très apaisant pour eux. J'ai le plaisir d'être avec Katia Ganti. Bonjour Katia. Bonjour. Ça va ? Oui, ça va, merci. Merci d'être parmi nous. Merci de m'avoir invité. Eh bien, avec grand plaisir. Alors, nous allons parler théâtre, puisque tu es comédienne. Tout à fait. Mais tu n'es pas seulement comédienne, tu es aussi... alors, est-ce que tu acceptes le mot écrivaine ou écrivain ? Comment il faut dire ? Moi, souvent, je dis autrice. Mais autrice. Oui, c'est vrai qu'on ne dit pas souvent écrivaine. Donc, c'est pas mal. Mais autrice, c'est bien. J'aime beaucoup ce mot. Bon, voilà. Donc, on va dire autrice. Je vais commencer l'émission comme tout le temps, avec le petit jeu, la minute pour parler de soi. Roulement de tambour. Je panique. Voilà, panique. Mais non. Donc, tu as 1 minute montre en main pour nous dire ce que tu veux sur toi. Tu peux être fantaisiste à souhait. Voilà. Est-ce que tu es prête ? Je suis prête. Eh bien, c'est parti. Ok. Eh bien, j'ai envie de parler de musique et de mon rapport à la musique parce que j'ai vu qu'il y avait un piano là quand je suis rentrée tout à l'heure. Et je sais pas comment serait ma vie sans musique. Moi, je suis quelqu'un qui passe son temps à écouter de la musique, mais tout le temps. Vraiment, je me réveille le matin, c'est la première chose que je fais. Je mets de la musique, je mets mes écouteurs. J'écoute de la musique dans la rue, j'écoute de la musique vraiment dès que je suis pas en train de parler avec quelqu'un, j'ai toujours mes écouteurs sur les oreilles. D'ailleurs, je pense que je commence à avoir une audition qui en pâtit un peu. Voilà. Et ce piano-là, ce piano droit que j'ai vu en rentrant, ça m'a fait penser au piano de ma grand-mère, parce que c'est comme ça que j'ai commencé la musique. J'ai commencé par le piano à 6 ans. Ou 7 ans. Et j'ai pris des cours pendant 12 ans. Et maintenant, j'en fais encore beaucoup, mais j'ai très peur de jouer devant des gens. Donc, pour moi, c'est vraiment un plaisir solitaire, si je puis dire. Bravo, tu as dépassé la minute. J'ai dépassé la minute. Ça passe toujours très, très vite. La musique, ça m'étonne. Enfin, ça m'étonne. Oui, ça me surprend un peu que tu nous parles d'abord de musique plutôt que de théâtre. Écoute, c'est la première chose qui m'est venue et comme tu as parlé de ton ami pianiste juste avant qu'on commence l'émission, voilà. D'accord. Donc tu as fait beaucoup de piano, tu en fais encore aujourd'hui ? J'en fais encore aujourd'hui. Qu'est-ce que tu joues comme répertoire ? Alors, oula. Brahms, Schumann, Mozart. Alors, j'ai joué beaucoup de Chopin et de Rachmaninoff, qui étaient mes 2 compositeurs préférés. Et là, maintenant, je joue surtout mes compositions, qui sont vraiment des morceaux extrêmement simples, parce que je ne suis pas du tout pianiste professionnel. Donc, c'est des choses techniquement très, très simples. Mais c'est ça que j'aime beaucoup avec le piano, c'est que je trouve que c'est un instrument où on n'a pas besoin d'être virtuose pour que ce soit joli. Et parfois, il suffit juste de quelques notes, quelques accords, quelques touches pour que ce soit déjà un son très beau, contrairement au violon, par exemple. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est un instrument plus accessible que le violon. Oui. Le violon, il faut plusieurs années pour arriver à faire un son à peu près correct. Voilà, un son juste. Le piano, on a la chance que le son soit fait pour nous. Oui. Il est déjà fabriqué, il est là. Mais alors, quand est-ce que tu as commencé à composer ? Eh bien, je pense quand j'étais adolescente, vers 16-17 ans, on avait des auditions 1 fois par an. Et il y a une de ces auditions où on devait composer un morceau. Voilà. Donc, pour la première fois, j'ai dû m'essayer à cet exercice-là. J'avais trouvé ça très difficile. Et c'est marrant parce que d'ailleurs, j'avais pas
j'avais pas énormément apprécié à ce moment-là parce que je m'étais beaucoup pris la tête sur justement la technique, essayer de faire un truc un peu développé, enfin voilà. Et plus tard, après, quand je suis arrivée à Paris et que j'ai commencé le théâtre, j'ai composé des musiques pour des pièces de théâtre. Et là, j'ai fait plus, je sais pas, ce qui me venait sans... Tu composes au piano? Oui. Ouais. Oui, juste au piano. Ouh là là, je pense. Les mains guident l'oreille, voilà. Et inversement. Voilà, c'est ça. Mais il y a beaucoup de compositeurs qui composaient au piano. En réalité, Chopin, que tu as cité, composait au piano, Ravel aussi, plein de... Donc ne t'inquiète pas, tout va bien. D'accord, très bien. Mais oui, de la musique de scène, donc c'est allé assez loin finalement. Assez loin, n'exagérons pas. Après, c'est pas... Malheureusement, ce ne sont pas des spectacles qui se sont joués beaucoup, mais oui, j'avais composé des musiques pour un spectacle que j'aimais énormément et qu'on n'a pas beaucoup joué parce qu'on sortait de l'école et on ne savait pas comment... Bon, on n'avait pas beaucoup de réseaux, on ne savait pas comment vendre le spectacle, mais c'était un très beau spectacle. Et j'aime bien ces musiques que j'avais fait, qui étaient un peu c'était inspiration Erik Satie, un peu, je dirais. D'accord. Voilà. Peut-être que tu nous donneras quelques liens, on peut peut-être écouter ces musiques quelque part. Non, eh bien, je crois que non. D'accord. Eh bien, le piano est là, tu peux... J'avais un site en plus il y a quelques années, mais avec mes musiques en ligne, mais je sais même pas... Il existe encore. Oui, c'est ça, ça me fait penser que j'ai même pas... Je sais pas s'il est à jour... Fais attention, parce qu'un jour tu vas regarder un film et tu vas entendre une de tes musiques. C'est possible. Alors donc, tu l'as dit toi-même, tu es arrivé à Paris et donc tu t'es mis au théâtre en arrivant à Paris. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les débuts de ta vie théâtrale? Les débuts de ma vie théâtrale. Est-ce que je te raconte le moment où j'ai compris que je voulais devenir comédienne ou le... Les deux. Les deux. Je sais pas ce qu'est le deuxième, mais raconte le deuxième aussi. Non, parce que je pense du coup il faut remonter un petit peu avant mon arrivée à Paris. Je pense que... Alors j'ai commencé le théâtre quand j'étais... mes premiers essais avec le théâtre, j'avais 11 ans. Donc au collège. Et puis quand je suis arrivée au lycée, je me suis inscrite à l'atelier théâtre du lycée, parce qu'il y avait un atelier théâtre au lycée où j'étais, j'avais de la chance. Et je pense que c'est à 16 ans que je me suis dit, tiens, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Donc en première. Et là, il m'a fallu toute l'année de première et toute l'année de terminale pour convaincre mes parents. Ce qui n'a pas été une chose aisée. Mais j'ai réussi. Ils ont accepté. Et donc, tout de suite après le bac, je suis montée à Paris, comme on dit, pour faire une école de théâtre qui n'existe plus, qui s'appelait l'école Charles Dulin, et qui était une super formation, parce qu'on n'était pas très nombreux, et il y avait vraiment un esprit d'équipe très fort que j'ai pas retrouvé d'ailleurs après dans l'autre école que j'ai fait par la suite, qui était très bien aussi, mais voilà, où c'était plus un esprit assez individualiste. Mais c'était bien d'apprendre les deux, oui. Les deux aspects, l'esprit de troupe et puis aussi qu'il faut aussi savoir se débrouiller tout seul. C'est une compétence importante dans le milieu du théâtre. C'est pas mal d'apprendre les deux. Et voilà, c'était quoi la question au départ en fait, parce que... de me raconter le début de ta vie théâtrale. C'est ça. Donc voilà. Mais est-ce que tu peux nous en dire davantage sur ce qui t'a tiré vers le théâtre quand tu étais en seconde, à ce jeune âge? Oui. C'est vrai que en plus dans ma famille, mes parents n'étaient pas du tout dans des milieux artistiques. J'ai commencé par lire, j'ai découvert les Alexandrins en fait, au lycée, en seconde, les tragédies plus particulièrement, donc de Racine et de Corneille. Et je les ai toutes lues, mais vraiment toutes, je les ai dévorées, j'étais absolument fanatique du Cid, et ça me bouleversait complètement, et puis Bérénice aussi, je pense que c'est les deux pièces qui m'ont le plus marquée.
Et je sais pas, c'est quelque chose qui m'a émue plus que toute autre chose avant. Et quand j'ai commencé à faire un peu plus, à être un peu plus sur scène avec l'atelier que je faisais, et puis je prenais aussi des cours. J'étais dans une troupe amateur à côté en plus à partir de la première, en plus du lycée. Et j'ai ressenti sur scène quelque chose que j'avais pas ressenti avant, vraiment la sensation d'être à ma place, en fait, d'être à l'aise, juste que c'était ça ma place dans le monde, quoi. C'est comme ça que c'est venu. Est-ce que tu peux dire pour les... Je suppose que là, dans les chambres à l'hôpital, il y a des tout jeunes, peut-être qu'ils ne savent pas exactement ce que c'est qu'un alexandrin, peut-être que tu peux leur dire. Oui, alors, oulala. Un alexandrin, c'est une... comment on peut dire ça simplement un vers. Oui, un vers, comme un peu comme un... C'est comme si une histoire était racontée comme une poésie, un peu, finalement, avec des rimes. Avec des rimes et surtout un rythme régulier, comme une musique. Ce qu'on appelle 12 pieds, c'est ça ? À 12 pieds, ouais. Voilà. Donc, un rythme à 12 coups, on va dire. Voilà. Et c'est des phrases qui ont toujours le même rythme et qui... c'est ça, qui nous emporte un peu comme une musique. Une phrase un peu musicale. Si l'un ou l'une d'entre eux souhaitait s'initier à justement la tragédie comme toi tu as pu le faire en seconde, tu lui conseillerais de commencer par quelle pièce ? Peut-être une de celles que tu as citées ou... Oui, vraiment, oui. Je dirais Bérénice. Je sais que le CID m'avait vraiment bouleversée, mais... Je pense qu'avec le recul, la pièce qui me touche le plus, c'est Bérénice, parce que c'est finalement une histoire assez simple. Ouais. Voilà, il n'y a quasiment pas d'histoire, en fait. Oui, c'est juste, il y a une histoire, c'est une histoire de séparation. Ouais. Voilà. Et c'est finalement celle dont on peut se sentir, je trouve, on peut se sentir proche de cette histoire, je trouve, quelle que soit l'époque, quel que soit même l'âge, d'ailleurs. C'est quelque chose qui peut parler à tout le monde. Non, oui, Bérénice, voilà. Moi, je conseille de commencer par Bérénice. Et tu as déjà interprété un rôle tragique. Alors, j'ai joué... c'était très furtif, puisque finalement, la pièce ne s'est pas montée, mais un ami à moi avait pour projet de mettre en scène Bérénice. Mais alors, je ne jouais pas Bérénice, je jouais... ce qu'on appelle souvent dans les pièces comme ça classiques les suivants, donc les servants, quoi, servants et servantes. Et je faisais les trois, il avait condensé les trois rôles, parce qu'il y en a trois des suivants dans Bérénice. Et je faisais les trois. Mais en un personnage suivants. Ou tu jouais trois personnages ? Alors c'était trois personnages différents, mais oui, je faisais les trois. C'est intéressant le travail, ça. Ouais. C'est très dommage, j'étais très déçue qu'on la fasse pas. Ouais. Est-ce que tu as est-ce que Bérénice c'est le rôle que tu aimerais c'est vrai que souvent les comédiennes ont un rôle qu'ils voudraient jouer à tout prix. Oui, je pense que c'est Bérénice. Celui-là. Ouais. D'accord. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta première pièce de théâtre dans laquelle tu as joué après tes études de façon entre guillemets professionnelle, je déteste ce mot. Tu peux nous raconter un peu ça ? Eh bien, la première pièce, professionnelle, c'était aussi une pièce en alexandrin. C'était une pièce de Molière, Tartuffe. Et je jouais Elmire, oui, c'est ça ? Elmire, elle s'appelle. Ouais. Oui, alors, je t'avoue que là, j'ai un trou. Je crois que c'est Elmire, parce qu'il y a des Elvire. Elvire, c'est dans Don Juan. Donc, ça doit être Elmire. J'espère que c'est bien ça. Voilà, et vraiment ça a été ma pièce de sortie d'école, qu'on n'a pas joué beaucoup non plus. Et je me souviens qu'on avait joué au centre d'animation de la Jonquière, je vois très bien porte de Clichy, où on a vu un accueil très mitigé, parce que c'était une mise en scène assez moderne. Ouais. Voilà, d'une pièce classique. Et je me souviens qu'il y avait un prof de français qui était venu,
je crois qu'il était prof de français, et qui était parti au bout de 20 minutes en criant... En claquant la porte. C'est pas ça, Molière, ce n'est pas ça. Oh là là. Et voilà. Donc voilà, non mais c'est bien, maintenant c'est des bons souvenirs. Sur le moment, on est un peu mortifié, mais... Tu préfères plaire un peu à tout le monde ou déplaire à certains et être adoré par les autres? Parce que souvent c'est un peu ça, j'ai remarqué. Quand on plaît à tout le monde, on plaît un peu à tout le monde. Et puis quand c'est clivé, c'est plus extrême. Oui, j'aurais tendance à dire plutôt la deuxième, que c'est pas grave parfois de déplaire à certains, voilà, parce que de toute façon, on peut pas plaire à tout le monde, je crois. Après, c'est vrai que j'aimerais beaucoup, moi, et je progresse d'année en année, mais j'essaye de moins me soucier du regard des autres, de leur opinion. Et c'est un long chemin, je trouve. Mais oui, j'ai envie de dire que non, on peut pas plaire à tout le monde et que quelque part, même, c'est bien de ne pas plaire à tout le monde. Déplaire, c'est prendre un risque. Oui, voilà. Donc, et quand on fait ce qu'on a envie de faire, on prend forcément le risque de ne pas plaire à certaines personnes. Et c'est pas grave, parce qu'on est tous différents et c'est ça qui fait la beauté et la richesse de ce monde. Bien sûr. Mais... Je voudrais revenir un tout petit peu à la musique. Je voulais savoir ce que Katia Ganti écoutait comme musique. Oh là là. Quand elle a, comme tu nous as dit tout à l'heure, ses écouteurs sur les oreilles, un peu partout. Alors, franchement, j'écoute vraiment beaucoup de choses différentes. Alors, j'écoute encore pas mal de musique classique, du piano, mais pas que. Mais bon, en effet, il y a toujours Chopin, il y a toujours Rachmaninoff. Voilà. Là, j'avais je sais pas si c'est un prélude. Non, c'est pas ça. Je sais plus. Mais j'écoutais juste avant de venir. C'est un morceau de Gustave Mahler qui est vraiment que j'aime beaucoup, qui est très beau. Après, j'écoute aussi beaucoup de rock. Voilà. Donc là, rien à voir. Des groupes comme Nirvana, Rage Against the Machine. Ça, c'est mon adolescence. Hein. Un peu. D'accord. Et j'écoute, que tu portes avec toi ça. encore. Ouais. Après, des musiques un peu plus... Il y a une chanteuse de jazz que j'aime beaucoup, qui s'appelle Yoon Sun-na, qui est une chanteuse coréenne. Je trouve ça absolument sublime, sa voix, tout ce qu'elle fait. Donc ça aussi, c'est très différent. Je dis un peu tout ce que j'écoute là en ce moment. J'écoute de la musique électro aussi, beaucoup. Rhône. Ouais, c'est un des compositeurs que j'adore. Et puis aussi des fois des trucs très pop, vraiment Katy Perry. Ah ouais, non, j'ai vraiment des goûts très éclectiques. D'accord. Ouais. Selon les moments, selon les jours, selon l'humeur. Je vois que tu as apporté un livre avec toi. Tout à fait. Je me demande bien pourquoi. Parce qu'on me l'a demandé. Effectivement, je t'ai demandé avant l'émission, il y a quelques jours, ou hier d'ailleurs, je ne sais plus quand, d'apporter, si tu avais envie, un texte à partager. Tout à fait. Avec les enfants et les jeunes qui sont ici. Et donc, tu nous as apporté un poème. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui. J'en parle avant de le lire, c'est ça? Oui, quelques mots. Eh bien, c'est un poème de Eugène Guilvic. D'ailleurs, je ne sais toujours pas si on dit Guilvic ou Guillevic, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un poète que j'ai découvert quand j'étais adolescente encore. Voilà. Je lisais vraiment, vraiment beaucoup quand j'étais ado. Et ma mère avait beaucoup de livres de poésie. Donc elle avait Guilvic et Paul Éluard, beaucoup. Donc j'ai dévoré ça quand j'étais ado. Je sais pas, c'était un moment d'évasion pour moi de lire ces poèmes-là. Et donc là, ce recueil, alors il y en a 2 dans le livre, il y a Sphère et Carnac. Et je sais pas, ce sont des poèmes que j'aime bien, qui me touchent beaucoup, qui parfois d'ailleurs sont... Il y a un côté assez... Alors celui que j'ai choisi est assez simple, mais il y en a qui sont
Oui, on comprend pas trop. Plus énigmatique. Oui, c'est plus énigmatique. Mais j'aime bien ça aussi. Des fois, juste se laisser porter par les mots sans forcément comprendre exactement le sens. J'aime bien le fait que ça puisse avoir un sens différent selon la personne qui le lit, les images que ça apporte. Donc il n'est pas nécessaire de comprendre l'art pour le ressentir. Oui, je pense qu'il n'est pas toujours nécessaire de comprendre, ou en tout cas que chacun comprend à sa manière, finalement. Oui, de toute façon, la manière dont on reçoit les choses, c'est forcément différent d'une personne à l'autre. Donc on met deux personnes différentes devant un tableau, une belle peinture. Je pense que les deux personnes ne voient pas la même chose. Et c'est ça qui est beau. On va essayer de comprendre le poème que tu vas nous lire à notre manière. Mais oui. Alors quel poème as-tu choisi? Alors il s'appelle Chanson. C'est un poème très court que j'aime beaucoup, qui me parle beaucoup. Voilà. Eh bien, nous J'espère t'écoutons. que ça vous parlera. Alors, chanson. Pas par le plafond, pas par le plancher, petit enfant sage, tu ne partiras. Pas brisant les murs ou les traversant, pas par la croisée, tu ne partiras. Par la porte close, par la porte ouverte, petit enfant sage, tu ne partiras. Ni brûlant le ciel, ni tâtant la route, ni moquant la lande, tu ne partiras. Ce n'est qu'en passant à travers tes jours, c'est à travers toi que tu partiras. Très beau. Voilà. Alors maintenant, analyse. Analyse. Vous avez 2 heures. Je relèverai les copies. Non, très beau. Si, tu partiras à travers toi. Oui. Ça a l'air de parler de voyage intérieur, en fait. Voilà. Et comme je suis une grande rêveuse et je passe beaucoup de temps dans ma tête et dans mes pensées, donc forcément, ce poème me parle. Ça fait penser à... Je crois que c'est Voyage autour de ma chambre, de Cocteau, quelque chose comme ça. Oui. Il me semble que effectivement on peut voyager énormément depuis son lit. Mais oui. Et la transition est toute trouvée. Je sens venir. Oui, car j'aimerais qu'on parle, si tu le veux bien, déjà des Frottements du cœur, qui est un livre. Oui. Les Frottements du cœur, un livre que tu as écrit, et qui raconte, sous la forme d'un journal en fait, qui raconte une épreuve que tu as vécue, une épreuve... parce que tu es tombé malade il y a quelques années, et ça a été grave, on peut le dire, très grave. Tu t'en es sorti. Oui. Heureusement. Voilà. Mais tu as éprouvé le besoin d'écrire ce livre, Les Frottements du cœur, oui. Qui raconte avec beaucoup de détails et qui raconte un petit peu le quotidien de ton mal et de ton hospitalisation. Et donc j'aimerais qu'on en parle un peu, puis que tu nous dises dans un premier temps ce qui t'a conduite à l'écrire, ce livre. Oui. Alors, au début, je ne savais pas d'ailleurs que ce serait un livre. Moi, j'ai toujours écrit depuis que je suis toute petite. C'est comme la musique, ça m'accompagne aussi au quotidien. Et je suis quelqu'un qui ne parle pas forcément beaucoup, donc j'écris à la place. Je trouve ça beaucoup plus facile de s'exprimer par écrit qu'oralement. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai eu la grippe, et la grippe s'est aggravée de manière complètement tragique, et je me suis retrouvée en réanimation, donc avec le cœur défaillant. Et ces 10 jours-là en réanimation ont été des jours vraiment très marquants et très violents. Et quand je suis sortie de réanimation, alors en réa, j'ai pas écrit, parce que de toute façon, j'étais pas en état. Je pouvais même pas tenir une brosse à dents, je pense, donc un stylo, voilà. Quoi qu'à un moment, tu te brosses les dents. À un moment, je me brosse les dents, ça, c'est vrai. Mais ça me faisait très mal.
Et quand je suis arrivée en soins intensifs de cardiologie, donc juste après la réanimation, j'ai vraiment ressenti le besoin d'écrire, mais vraiment, c'était une nécessité, vraiment comme de manger ou de boire, quoi. C'était un espèce d'élan très primaire. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que j'écrive ce qui m'était arrivé en réa, dans les détails. J'avais une espèce d'intuition qu'il fallait que je me souvienne de ça pour pouvoir avancer après, pouvoir me construire avec ça. Parfois, on a un réflexe inverse quand on vit des choses assez moches. Ce serait plutôt on met derrière, puis on oublie. Moi, c'est vrai que j'ai pas eu du tout ce réflexe-là. C'était complètement l'opposé. C'était je dois me souvenir. Je ne dois pas oublier ça. Je sais pas. C'était encore une fois un élan primaire. Donc j'ai demandé à ma maman de m'apporter un carnet et un stylo, enfin même plusieurs carnets d'ailleurs, et j'ai commencé à noter. Je commençais à prendre des notes, donc quand j'étais encore à l'hôpital. J'ai noté d'abord tout ce qui m'était arrivé en réanimation, tout ce dont je me souvenais, et les souvenirs étaient évidemment très frais puisque je venais d'en sortir. Et puis ensuite, parce que mon hospitalisation s'est prolongée et j'ai visité plein de services, j'ai continué à écrire pendant toute la durée de mon hospitalisation, et c'était vraiment, je sais pas, c'était mon échappatoire. Voilà, et puis c'était ma manière de dire ce que je ressentais, puisque j'avais beaucoup de mal, encore une fois, à exprimer. Ma parole était un peu gelée, je dirais, à l'hôpital, parce qu'on me posait beaucoup de questions et j'avais du mal à répondre. Et j'avais du mal aussi à dire vraiment le fond de ma pensée. Je restais toujours très factuelle, quoi. Puis je sais pas, j'avais tendance aussi à minimiser mes douleurs, à dire toujours ça va, parce que je me disais si je dis que ça va ça va aller. Donc l'écriture m'a beaucoup aidée. C'était mon réconfort aussi, et je savais pas que ça deviendrait un livre parce que j'écrivais d'abord pour moi. C'était un besoin très égoïste au départ, vraiment. Voilà, pour moi, pour tenir. Et quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai un peu organisé mes notes, et voilà, c'est devenu ce journal intime, voilà, comme tu as dit, très précis, très détaillé. Et j'ai eu besoin de le faire lire d'abord à mes proches, à ma famille, pour qu'ils comprennent un peu ce que j'avais traversé, enfin mon point de vue là-dessus. Et puis ensuite, je me suis dit qu'il fallait que j'envoie ça aussi aux soignants. Donc j'ai envoyé ça à certains soignants de réanimation. Tu as eu des retours oui, ouais. C'est leurs retours qui m'ont convaincue de faire publier. Parce que j'avais peur, moi je pensais que j'allais les embêter, quoi. Ils allaient se dire, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette patiente qui nous envoie 500 pages de journal intime. La relou. Je pense qu'au contraire, c'est un sacré gage de gratitude, on va dire. Justement, oui, ils m'ont beaucoup remercié, et ces retours-là m'ont étonnée, et ça a été très gratifiant parce que je me suis rendu compte que ce journal pouvait être utile, que ça pouvait servir à quelqu'un d'autre qu'à moi. Et ça m'a beaucoup aidée par la suite pour avancer. Le fait de me rendre compte que cette expérience-là, certes très douloureuse, pouvait peut-être aider d'autres gens. Donc ça donne un peu du sens aussi à la douleur, au traumatisme. Et voilà, et ça a été publié quelques mois plus tard, en 2017. Alors comme je disais, c'est assez précis, on suit vraiment seconde par seconde quasiment ce qui se passe. Et ce qui est à remarquer, c'est qu'il y a non seulement la narration, mais aussi ta voix intérieure en fait. Oui. En italique à chaque fois, ouais. ce que tu penses, ce que tu ressens. Oui. Et pour moi, c'est ça qui est intéressant à lire, parce que justement, tu disais tout à l'heure, voilà, je minimisais les choses oralement, etc. Ouais. Mais en fait, intérieurement,
tu te lâchais pas mal. Ah oui, oui. Oui, 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 et j'ai toujours eu, je sais pas, cette petite distance, comme une petite voix dans ma tête, là. Et oui, en effet, intérieurement, il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans ma tête. Je bouillonnais pas mal. Mais souvent avec une pointe d'humour, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Et ça, j'ai toujours eu... oui, j'aime bien pouvoir garder... même dans les pires moments, avoir de l'humour aussi sur soi, garder de l'autodérision, oui. Ça, l'humour rend souvent, peut-être pas tout le temps, mais quand même souvent les choses plus faciles. Et ça permet aussi de prendre de la distance par rapport aux épreuves. Et oui, c'était important pour moi dans le livre de garder cette petite voix. J'ai souvent remarqué que c'est quand on a le plus besoin d'humour qu'on en manque cruellement. Et je trouve que avoir de l'humour quand on est allongé sur un brancard avec un tuyau qui nous rentre dans le cœur quasiment, je trouve ça plutôt bien. Oui. C'est vrai que j'ai jamais... je crois que j'ai... Bon, aussi, à certains moments, quand même, j'étais un peu désespérée. Mais j'ai pas souvent perdu mon humour, quoi. J'avais toujours... je me souviens que je faisais des blagues. Je faisais un peu rire les médecins. Et puis même mes proches me faisaient des blagues aussi. Et oui, ça aide. Ça ne résout pas tout, mais ça aide beaucoup. Non, c'est assez salutaire, je trouve. Ouais. Ce livre, enfin non pas le livre d'ailleurs, mais j'imagine l'expérience que tu as vécue est devenue aussi un spectacle. Oui. Est en train de devenir un spectacle. C'est en train de devenir un spectacle, en effet. Est-ce qu'il a le même titre que le livre? D'accord. Ouais. Les frottements du cœur. Les frottements du cœur. Et donc, ce sera joué à Avignon cet été? Oui. Oulala. Voilà. Alors, peux-tu nous rappeler le théâtre Oui, ce sera au théâtre de la Condition des Soies. Condition des Soies. Voilà. À 11h45. 11h45. Donc Avignon off cet été. Oui. On mettra peut-être un petit lien dans la vidéo pour, je sais pas, réserver. Oui. Alors je crois que c'est pas encore. C'est pas encore ouvert la réservation. Pas encore en ligne, mais c'est en juillet, mais oui. Tu me donneras les liens en temps voulu, que tu veux voir inscrits, puis on les mettra. Mais en tout cas, c'est une longue aventure, mais qui a été fertile, entre guillemets, parce que ça a donné naissance à non seulement un livre, et maintenant un spectacle, et ça a été un matériau, en fait, pour toi. Oui. Oui, c'est vrai que en même temps, je vois pas trop ce que j'aurais pu faire d'autre avec ça. Moi, de toute façon, c'est ma manière d'avancer dans la vie, c'est de prendre les choses, même les pires choses, et puis d'essayer de construire un truc avec ça. Et voilà, le spectacle, c'est encore une autre étape, parce que le livre, il est très réaliste. C'est vraiment, comme tu l'as dit, un peu minute par minute, seconde par seconde du quotidien et à l'hôpital. Alors que le spectacle, il s'éloigne quand même un petit peu du vécu. Il y a un peu plus de... je me suis permis plus de liberté. Il y a un peu plus d'imaginaire dedans, on va dire. Il y a encore des passages très réalistes, mais déjà le fait que je joue tous les personnages, c'est une manière de prendre beaucoup de recul et de s'amuser avec ça aussi. Et oui, j'espère que à nouveau les médecins, les infirmières pourront venir. As-tu composé de la musique pour ce spectacle? Non, ce n'est pas moi qui ai composé la musique cette fois. Et il y aura une musicienne avec moi sur scène. Elles sont 2 à avoir composé la musique, mais non, cette fois-ci, je n'ai pas composé. Bon. Donc alors le livre, c'est aux éditions Librinova. Non. Alors, Librinova, oui, c'est pour le livre numérique. D'accord. Et maintenant, la version papier, ça a été réédité en version poche aux éditions Métropolis. D'accord. Voilà. Et oui, sachez, les enfants et jeunes là, qui nous écoutent, sachez que c'est ce que j'ai fait moi. Je l'ai commandé sur Internet dans la version digitale. Et ça marche très bien. Et j'ai pu le lire comme ça. Donc si... j'imagine que vous avez accès à, peut-être certains, vous avez une tablette ou quelque chose pour lire, et vous pouvez vous le procurer, c'est sur le site de Librinova.
Et donc ça s'appelle Les Frottements du cœur. Et donc le spectacle éponyme au théâtre La Condition des Soies à Avignon cet été. Le temps passe toujours trop vite, mais nous devons hélas nous quitter. Eh bien, je voulais te remercier, Katia. Merci à toi, Damien. Avec grand plaisir. Et je vous retrouve lundi prochain. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Et puis appréciez le petit rayon de soleil qu'on a aujourd'hui. Au revoir, à bientôt.